Combien de fois avez-vous cherché, en zappant des chaînes de télévision, le bon film, la bonne comédie, la bonne série, le bon documentaire? Eh bien, ce soir-là, le 10 mai 2011, j'ai 12 ans, et avec mon frère et mon cousin, on zappe sur la télévision, et je découvre Aurela Gace, une chanteuse albanaise, euh, sur une chaîne suisse. De l'albanais sur une chaîne suisse, ça m'a marqué. Et puis, ce soir-là, cette nuit-là, j'ai fait un rêve, le rêve de gagner cette émission. Et puis, je n'y ai plus pensé jusqu'en 2020. Alors, avant de vous expliquer comment j'ai terminé troisième au plus grand concours de musique au monde, euh, je vais essayer de vous raconter mon histoire en espérant qu'elle vous inspire à poursuivre vos rêves. Combien d'entre vous ont un rêve, ce rêve, mais par peur de se décevoir, de décevoir les autres, par peur du regard des autres, eh bien, vous n'osez pas aller au bout de ce rêve. Ce soir, je ne suis pas là pour évidemment vous donner des leçons, j'en ai pas la légitimité, puis certainement pas l'envie en plus à Fribourg. Mais comme je l'ai dit, je vais essayer en tout cas de vous inspirer avec mon histoire. Alors, tout commence dans un petit village entre la montagne et la chocolaterie, à Breux. J'ai 7 ans, et puis à l'école, le professeur nous demande chacun à tour de rôle de présenter sa passion. Cette journée-là, j'ai été stupéfait par la diversité des réponses de mes camarades de classe. Il y avait des gens qui faisaient de l'équitation, du karaté, du judo. Il y en a même une qui faisait de la plongée sous-marine. Bon, en Suisse, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment l'activité la plus facile à pratiquer, mais elle était passionnée. Et puis vient mon tour, et je n'ai rien à raconter. Voilà. Donc évidemment, frustré, je rentre à la maison, et avec ma mère, avec le bottin téléphonique, on se met à chercher, et puis des activités, et puis cette année-là, j'aurais tout essayé, le patinage artistique, la salsa, le foot, le tennis, et puis vient le déclic avec le piano. Le coup de cœur avec la musique est instantané. J'étais tellement fier parce qu'enfin j'avais trouvé cette même flamme que j'avais vue dans les yeux de mes camarades de classe. Cette fois-ci, elle était en moi. Et quelques mois plus tard, vient mon grand-père en vacances en Suisse. Et pendant que je lui montre fièrement comment j'avais appris le piano, euh, il me dit, est-ce que tu pourrais chanter une chanson pour moi? Donc forcément, je suis surpris et je me dis, mais je ne chante pas, pourquoi tu aimerais que je chante? Il me dit, chante-moi une chanson s'il te plaît. Alors du coup, j'apprends sa chanson préférée, Can't Help Falling in Love d'Elvis Presley, et je la lui chante. Il se met à pleurer. Dans la culture albanaise, le grand-père, c'est le pilier de la famille, celui qui ne pleure jamais, celui qui ne montre jamais sa sensibilité. Donc c'est vrai que je suis extrêmement impressionné d'avoir réussi à faire pleurer mon grand-père. Donc évidemment, à cet âge-là, je me sens un peu comme un super-héros. Et je comprends aussi le pouvoir de la voix, ce super pouvoir de la voix. Mais ce que je comprends surtout, c'est qu'il va falloir que j'apprenne à contrôler cette voix. Parce que mon grand-père, déjà à cette époque-là, avec ses larmes, me dit je veux que tu fasses des concours, je veux qu'on te voie dans le monde entier. Ces larmes, elles ont été très importantes pour moi parce que j'ai voulu les garder dans mon nom de scène, donc c'est pour ça que je m'appelle John Steers. C'est cette symbolique-là que j'ai voulu garder, c'est ces larmes de mon grand-père. Parce qu'il avait nourri en moi non seulement la passion de faire de la musique, mais du chant, mais qui m'avait donné un rêve. J'avais trouvé une passion, mais maintenant j'avais un rêve. Et puis, quelques mois plus tard, je me retrouve sur le devant de la scène, et puis je fais Incroyable Talent en Albanie. Je termine en 3e position du concours, en chantant uniquement en français. Et ça a été assez particulier parce que forcément, je me retrouve dans une espèce de célébrité. J'ai 10, 11 ans. Et puis,
je me fais reconnaître à tous les coins de rue. Évidemment, mes parents qui me disent: «Mais pourquoi les gens nous prennent en photo?» Et puis, j'ai toujours vécu ça, en tout cas, comme une chance. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette chance-là d'avoir pu faire ces jeux télévisés quand j'étais un enfant, de manière très naïve, surtout parce qu'on me découvrait en direct à la télé et parfois sur YouTube. Aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux est tout autre. On est liké sur Instagram, commenté sur Facebook, republié sur TikTok, regardé en boucle sur replay. Donc c'est vrai que la naïveté est différente aujourd'hui. L'innocence de participer à un concours, je dirais, est quand même assez différente aujourd'hui. Mais donc j'ai toujours eu cette chance-là, en tout cas, de participer à ces concours. Et puis, les concours s'enchaînent en Suisse, en France, jusqu'au jour où, à mes 13 ans, je reçois un appel. L'appel d'une grande maison de disques qui me parle de montants exorbitants. Et puis, je me rappelle être avec ma maman dans ses bureaux et très naturellement, en la regardant, évidemment, je refuse. Je refuse de signer ce contrat d'artiste, tout simplement parce que je savais déjà, j'avais conscience que j'avais appris la musique par imitation. Je ne savais même pas qui j'étais encore. Et avais-je au moins cherché? John, J-J-O-N, c'est un prénom albanais, d'origine albanaise. Et avec un prénom toujours mal prononcé, incompris et déformé, donc à chaque fois que je voyais les professeurs qui approchaient leur visage pour lire mon prénom, je lavais la main parce que j'arrêtais le massacre avant qu'il ait lieu. Ça m'a provoqué une sorte d'inconfortabilité à me sentir suisse. Et à la fois, quand j'allais en Albanie et en vacances, chaque année en vacances, euh, je ne me sentais ni albanais ni kosovar non plus, avec l'éducation que j'avais reçue en Suisse et évidemment avec les conditions de vie que j'avais. Donc, j'étais un peu perdu entre deux mondes, mais curieux et surtout curieux de comprendre qui j'étais. Et puis, quand je refuse ce contrat, je me dis, il est temps que je me construise. Donc, à mes 13 ans, je me dirige vers le conservatoire, aux journées portes ouvertes, et je me rappelle de la professeure qui expliquait le chant lyrique. Et puis, à la fin de l'explication, je lui dis, je veux apprendre avec vous. Elle me regarde et elle refuse. Je dis, mais comment ça? Et puis, elle me dit, tu viendras après la mue. Mais c'est beaucoup trop tôt pour toi maintenant, tu risques de t'abîmer tes cordes vocales. Et évidemment, têtu comme j'étais, je refais un tour dans l'école, je reviens, elle refuse à nouveau. Et je reviens une troisième fois et je me mets à chanter. Cette fois-ci, je me dis, je ne pars pas d'ici tant que je n'ai pas chanté. Donc je chante et puis elle me dit, rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, à partir de là, une détermination sans limite me pousse à me dépasser. J'apprends le chant en chorale, j'apprends le yodel, j'apprends le chant indien. Je me dis que le plus de couleurs dans ma palette j'aurai, le plus complet je serai en tant qu'artiste. Et puis, un beau jour, à mes 18 ans, je me dis, c'est bon, j'en ai assez. Après avoir commencé à composer à 15-16 ans, je me dis, j'en ai assez d'être seul dans ma chambre, de chanter mes chansons pleurnichardes au piano. Et je me dis, j'ai envie de comprendre le milieu. Et puis aussi, simplement, j'ai envie de partager la musique avec d'autres. Et je vois cette affiche, la Gustave Academy. C'est une académie qui propose à 20 musiciens amateurs de pouvoir participer à une école. Elle y promet des masterclass, elle y promet des concerts, des festivals, et puis elle y promet aussi euh, un enregistrement à Abbey Road Studio, le studio des Beatles à Londres. Forcément, je fais le casting, je suis pris, je vis une année extraordinaire et j'y apprends la clé du métier de musicien, ou disons de ce qu'il y a de plus important dans la musique, c'est que le succès se cache dans la collaboration. Et puis, avec la fin de l'académie qui arrive, euh, j'annonce à ma famille que j'ai envie d'arrêter mes études d'enseignant pour me consacrer à la musique. Forcément, c'est difficile, la pilule passe pas forcément bien, mais j'ai toujours eu cette chance d'avoir en tout cas une famille extrêmement dans l'empathie et qui m'a toujours soutenu depuis le début. Et ma mère, en voulant me soutenir sans me le montrer fièrement, me filme au dernier concert que l'on fait avec la Gustave Academy et puis l'envoie à la production de TF1 à The Voice. Le lendemain, je suis contacté. Je suis surpris, j'ai peur. J'ai peur de perdre ce que j'ai construit, j'ai peur de perdre les musiciens avec qui je travaille, j'ai peur de perdre mes amis, j'ai peur de réaliser peut-être ce rêve par peur de l'échec, par peur du regard des autres. Et puis,
En me concertant avec mon groupe, je décide d'y aller. Et puis, je fais ce casting, le deuxième tour, j'arrive, et puis je me rappellerai toujours que je commence à chanter et je vois que l'attention du directeur de casting, qui est déjà au téléphone, euh, se perd. Et à un moment donné, en chantant une chanson de Grace Jones, je tape sur le piano. Et il me regarde. Puis il éclate de rire. Et il me dit « J'aime comme tu oses ». J'oublierai jamais cette phrase parce que je comprends à ce moment-là aussi l'audace, essayer de mettre un point sur la table ou un point sur le piano, mais vraiment en tout cas de se battre et d'aller chercher vraiment ce que l'on veut quand on sait qu'on a ce rêve-là en tête. Et puis, j'irai jusqu'en demi-finale. Après cette demi-finale, un duo suisse qui s'appelle Alios me découvre sur The Voice et me contacte en me disant « On aimerait que tu viennes faire un camp d'écriture avec nous à Zurich. Ce camp a pour but de promouvoir des chansons pour l'Eurovision. Est-ce que ça t'intéresse ?» Alors évidemment que moi je viens de sortir d'une émission, donc je me dis peut-être pas me relancer dans une émission. Et puis j'hésite, et puis je me dis bon, si c'est pour écrire une chanson et puis peut-être écrire pour quelqu'un, pourquoi pas. On participe à ce camp et puis la chanson Répondez-moi naît très facilement. Cette chanson qui parle de l'origine des choses de la vie, de l'origine de l'identité en fait. C'est à ce moment-là que finalement toutes ces questions que j'avais enfant, elles ont résonné et m'ont fait comprendre que finalement je suis juste un puzzle de plein de choses. Comme cette émission que j'avais regardée, issue d'un pluriculturalisme, et puis que j'avais le droit d'être juste un puzzle et de me sentir un peu de partout. Et enfin, je suis prêt à défendre cette chanson, mais il faut passer le casting et il faut s'inscrire. Donc j'hésite à m'inscrire. Pourquoi ? Parce que dans le règlement, on m'explique qu'on peut me sélectionner uniquement moi comme chanteur ou uniquement ma chanson et la donner à quelqu'un d'autre. Donc forcément, vous imaginez le stress. Travailler aussi dur sur une chanson et puis de peut-être pas la performer, ça m'a fait peur. Et puis, je me suis dit, il faut risquer dans la vie. Donc je vais essayer de montrer que cette chanson, elle va être difficile à chanter. Donc j'ai fait en sorte que ce soit difficile à chanter. J'ai mis aussi du français. C'est vrai que la sélection aussi est souvent suisse-alémanique. La dernière personne qui avait chanté en français avant moi, c'était Michael van der Heide. Il pleut de l'or, donc qui en plus parle très bien français, mais à la base n'est pas francophone. Donc j'arrivais quand même avec du français. J'avais envie de faire briller cette langue aussi à l'international. Et puis je suis sélectionné. Je reçois l'appel d'un grand animateur suisse qui s'appelle Jean-Marc Richard, qui me dit « Félicitations, tu as été sélectionné !» Et puis il me dit « Champagne !» Et c'est vrai que quand j'ai raccroché, la première chose que j'ai faite, c'est j'ai couru vers le piano pour commencer à répéter, à répéter, à répéter, à répéter. Et ma maman me disait, mais c'est bon, tu as le droit de faire une pause, faites. Mais j'y arrivais pas, j'avais peur. J'avais peur. J'avais peur comme j'ai peur aujourd'hui. J'ai peur du regard des autres, j'ai peur de l'échec, j'ai peur de me tromper. Et puis je trouve qu'en tant qu'artiste, on a quand même une énorme responsabilité. C'est quand on arrive à toucher le cœur des gens, on a aussi envie de les faire sourire, on a aussi évidemment envie de les faire pleurer, de les émouvoir, mais on n'a pas envie de les malmener et on n'a pas envie de les décevoir. Donc forcément qu'à ce moment-là, j'ai peur. Mais je représente la Suisse, je me retrouve à l'Eurovision, enfin presque. Le Covid arrive et c'est annulé. On me dit, si tu veux revenir, il faut que tu composes une autre chanson parce que dans le règlement, tu as 6 mois pour... 6 mois avant la finale pour arriver avec un autre titre. Donc du coup, j'arrive là et je me dis, bon, ok. Et puis on me propose une chose, on me dit, écoute, on va te mettre dans plein de camps d'écriture, nous on veut de la quantité, pour que le jury qui choisit les chansons ait le choix. Donc du coup, forcément, je me retrouve à composer, 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 et évidemment, je me perds complètement, et je me retrouve aussi séparé du duo initiateur, avec qui on avait construit cette belle histoire. Et puis, je n'oublie pas une chose, c'est le cœur. Mon cœur avait résonné pour la première chanson du premier camp à la première seconde. Je savais que ça allait être cette chanson. Cette chanson qui s'appelait Ground Zero. En français, tout l'univers. Ground Zero, c'est le point terrestre central d'une explosion nucléaire. À cette époque, on vivait dans une période apocalyptique, comme vous le savez. Donc, j'avais envie de parler de ce sentiment où parfois la destruction, quand on essaye de la voir d'un angle intéressant, on peut y voir aussi une nouvelle opportunité de reconstruire. Donc, j'ai essayé de partager cette idée-là avec ce titre. Et j'arrive enfin sur Rotterdam, sur la grande scène. Je chante mon titre.
Et puis, le premier réflexe que j'ai en sortant de scène, c'est évidemment d'appeler mon grand-père en FaceTime. Et puis, il me dit: «Bravo», les larmes coulant à flot. «Je suis fier de toi». Évidemment que, j'ai toujours voulu me dépêcher pour qu'il soit là pour voir ça. Puis à la fois, comme j'ai eu ces larmes dans mon nom de scène, je sais que je le garderai toujours avec moi. Et je me sens énormément chanceux d'avoir pu justement lui partager ça et puis de lui montrer la graine qu'il a plantée en moi. Donc finalement, j'avais rêvé de cet épisode-là et si j'avais dit à ce petit garçon de 12 ans devant sa télévision, «Eh, un jour tu seras là, alors tu finiras pas premier parce que tu es abonné à la troisième place, mais tu y seras quoi. Tu vas pouvoir réaliser ton rêve et vivre de ta musique». Eh ben, je l'aurais jamais cru et à la fois, au fond de moi, il y avait un sentiment qui voulait tellement y croire et je pense que ce sentiment-là, c'est une chose, c'est l'enfant intérieur qu'on a tous au fond de nous. Et je pense que ce soir, ce que j'aimerais en tout cas, que vous gardiez ce petit speech, c'est vraiment que peu importe votre, milieu social, votre orientation, votre, genre, votre, origine, quand vous avez un rêve, il vous suffit uniquement d'essayer de trouver cet enfant intérieur qui vous donnera la force, qui vous fera forcément douter aussi, parce que ça reste un petit enfant, mais qui vous donnera la force, l'amour d'aller chercher ces occasions, d'aller chercher votre rêve. Parce qu'en fait, une vie sans rêve, c'est pas vraiment une vie. C'est une vie qui sera jamais complète. Donc, ce soir, j'aimerais, quand vous rentrez chez vous, que vous pensiez à ce rêve-là que vous avez eu, et puis que vous essayez de le réaliser. Parce que s'il n'est jamais trop tard pour avoir un rêve, ben, il n'est jamais trop tard pour le réaliser. Merci.